c'est une bombe à retardement, en fait, une bombe nucléaire à retardement, qui n'est absolument pas dans le débat et qui devrait pourtant l'être, et qu'on va peut-être voir apparaître avec la montée de la réflexion écologiste et sur comment on fait une transition vers un monde plus soutenable, entre guillemets. Mais moi, je trouve que c'est ces deux points-là qui devraient être mis dans le débat, la menace à moyen et long terme. Oui, de ce point de vue, le cas de la centrale de Zaporizhzhia est exemplaire, parce que je parlais tout à l'heure de rationalité des dirigeants. Il se trouve que les Russes n'ont pas fait le choix de s'en servir comme d'une arme. Ce qui est, de mon point de vue, l'aveu éclatant que il n'y a rien de plus dangereux qu'une installation civile nucléaire quand on en fait un usage militaire. C'est aussi dangereux, tu l'as dit tout à l'heure, Nicolas, qu'une bombe. Et moi, ça me donne à penser que, et zut, que dans les armes nucléaires ont un aspect terrible, c'est que c'est pas leur usage qui est le plus dangereux, c'est la menace de ce qui arriverait s'il en était fait usage. Et ça, c'est de la terreur. C'est tenir les populations par la terreur. Du terrorisme d'État s'il en est. Et de ce point de vue, c'est ça qui me rend plus optimiste que le copain dont je parlais tout à l'heure, hein, qui ne nous voyait pas débattre de tout ça aujourd'hui. Mais la dissuasion, en soi, reste suffisante pour installer les rapports de force. Si je me trompais et que quelqu'un est prêt du jour au lendemain à appuyer sur un bouton, ça serait une erreur tragique, mais je ne sais pas si on pourrait se réunir à nouveau pour que je vous dise putain, est-ce que je suis con, je me suis trompé sur toute la ligne. Voilà, donc la dissuasion plus forte que la capacité de destruction d'une bombe atomique en elle-même, à mettre sur la table. Et puis sur le risque d'extension du conflit dont tu parlais tout à l'heure, effectivement, on a ces derniers jours des rebondissements avec l'affaire des livraisons de chars lourds d'Allemagne. Il y en aura peut-être des Français, mais là, effectivement, au vu de ce que tu disais, Nicolas, je pense que l'État français a le cul entre deux chaises. Et les Ukrainiens là, jouent un rôle qui est, de mon point de vue, assez détestable, puisque ils mettent les pays occidentaux devant leur responsabilité de défenseurs de la démocratie, et pour défendre la démocratie, les chars lourds ne vont pas être assez, puisque maintenant il est question d'avions en plus, et il va falloir tous les types d'armements pour contenter Zelensky. Ça, c'est effectivement un facteur qui brouille encore les pistes sur ce que peut devenir ce conflit. Quand tu parlais, Nicolas, de Poutine, ou non, c'est toi qui parlais de Poutine, de son armée qui pouvait avoir plié ça en quelques jours. C'est un peu le propre de toutes les guerres. 1914, Berlin, voilà, on partait la fleur au fusil, et puis voilà, ça dure, c'est toujours les populations civiles qui en font les frais. Donc on vit là ces jours-ci une nouvelle période de complexité, d'opacité de ce que ça peut devenir, et bien malin qui peut dire combien de temps ça peut durer. Et en revanche, ce que j'oserais pronostiquer, ça serait qu'il n'y aura pas de gagnant. Dans une guerre comme celle-là, il y aura bien évidemment ceux qui viendront à Liberton et compagnie pour reconstruire, mais il y aura, parmi les deux peuples actuellement opposés, il n'y aura pas de gagnant, et
possible que la réconciliation prenne beaucoup plus de temps qu'il n'en a fallu entre les Allemands et les Français. Il y a quand même au-delà du fait qu'il y ait un gagnant ou pas, il y a quand même une différence, c'est qu'il y a un pays qui est détruit, et l'autre qui, pour l'instant, n'a pas été affecté. Enfin, ils ont pris 2-3 pétards quand même. Bon. Globalement, presque on se retrouverait dans la situation de la Première Guerre mondiale, où une grosse partie nord-est du territoire français était en ruine, et l'Allemagne n'avait pas du tout vécu de conflit, donc pas de destruction. Voilà, toutes choses n'étant pas du tout comparables. Mais effectivement, il y a un territoire, des villes qui sont absolument ruinées, des infrastructures qui sont ruinées. De l'autre côté de la frontière, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Donc ça, c'est... Sinon, sur le nucléaire, il y a un moment, on a entendu parler de nucléaire tactique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est-à-dire que c'était pas, ça ne serait pas le gros, une réitération de Hiroshima et Nagasaki, mais ça pourrait être des petits pétards, un peu comme ça, on ne sait pas bien. Donc ça ne susciterait pas l'émotion mondiale, enfin on pouvait imaginer ça, mais quand même ça foutrait un peu, donc voilà, du nucléaire tactique. Si la Russie utilisait par exemple un armement nucléaire pour faire péter une bombe à haute altitude et créer un impact électromagnétique, ça ce serait une première et on ne sait absolument pas ce qui se passerait à ce moment-là. Non. Est-ce que la dissuasion est continue dans le sens où il y aurait une escalade en réponse à ça mais même là, on ferait des attaques électromagnétiques aussi, du coup, en réponse. Vous avez parlé de psychiatrie tout à l'heure. Si on part du principe que personne n'est fou, donc allons plus loin, personne ne sera assez fou pour appuyer sur le bouton ou envoyer ça. Enfin, j'espère quand même. Il faut qu'il y ait un intérêt. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est toujours de se dire que la guerre, elle est toujours utile au capitalisme, que c'est beaucoup le capitalisme qui forme la guerre. Et là, par exemple, la Russie, elle avait plein d'intérêt à essayer de s'accaparer le territoire ukrainien, avec ce que vous disiez sur toutes ses ressources, etc., notamment, et puis sûrement d'autres trucs auxquels je pense pas. Mais s'il y avait un intérêt du coup à le faire, à raser un pays, parce que du coup il y aurait un marché qui serait ouvert en plus pour l'agresseur, et il ne faut pas qu'on confonde la population, mais plutôt du coup les gouvernements, et pour la Russie même juste Poutine en fait. Peut-être que lui, il n'aurait pas qu'à conscience de ça, quoi. Si ça lui ouvre un marché, c'est ça. On est dans un film de science-fiction. Après, on est dans la spéculation, dans... Cette guerre, elle a été plus ou moins anticipée par personne. Tout le monde a vu les conflits, mais personne dans les états-majors a déclaré « Ah oui, on est sûr que là, ça va péter. » Les États-Unis l'avaient... Si, il y a un moment où les États-Unis ont dit dans les jours tant de troupes qui arrivent, ça va arriver. Hein. Quand les satellites ont vu les camions se déplacer, mais sinon, à part ça, on était très... ça pourrait péter, ça pourrait pas péter. On espérait que ça pète pas, quoi. Oui, il y a aussi cette dimension-là où tous, on n'a pas envie qu'eux, donc on se dit, ouais, quand même, ils vont pas faire ça. Face à des armes telles que nucléaires, qu'est-ce que ça vaut que les petits chars, les petits avions, et franchement, voilà, pourquoi dépenser de l'argent à faire ça? Ça vaut rien. Entre une arme nucléaire, une armée, c'est que dalle, quoi. Les C'est chars, l'argent foutu en l'air. Moi, je suis pas aussi optimiste qu'il n'y ait aucun homme politique qui un jour s'interdira d'appuyer sur le bouton. Je suis C'est une affaire d'intérêt. Hein C'est une affaire non, d'intérêt. au-delà d'un intérêt pour son pays, au-delà Il y a aussi la question. de son intérêt de lui-même, de s'en sortir, moi, je crois de son hubris. Est-ce que Hitler, s'il avait eu l'arme nucléaire en 1944, se serait suicidé dans son bunker, s'il avait eu le bouton? C'est une réponse à laquelle je ne répondrai pas si facilement que ça, sans vouloir comparer Poutine à Hitler, mais Mais Hitler, justement, on a essayé de le tuer. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. involontaire. Alors, je ne sais pas qui est méchant ou gentil là-dedans, donc c'est vrai que... Surtout que c'est même pas sûr que si Poutine meurt, la guerre continue pas, parce qu'avec Hitler, il y a eu une tentative à un moment de coup d'État et d'assassinat, et ils ont repris le contrôle avant que même qu'on sache qu'Hitler avait survécu. Déjà l'armée avait repris. Enfin, Ils avaient pris le successeur. Oui, il y avait déjà des successeurs qui étaient arrivés, qui avaient repris le contrôle et remis au pas l'armée en disant non, même si Hitler n'est pas là, nous on continue. Donc, De toute façon, on a tendance à beaucoup personnifier la Russie via Poutine. c'est ça, mais Quand même, si on regarde tout l'environnement
très ultranationalistes, tous les oligarques, enfin tout ce qui vit quand même de cette Russie poutinienne. Il n'y a pas que des libéraux, quoi. Hein, c'est quand même, il y a des gens qui sont prêts à pire, enfin qui, je ne sais plus quel est il y a un type qui a dit qu'en gros il fallait raser l'Ukraine, enfin qu'il n'y en ait plus un qui reste, enfin des genres de phrases un peu définitives, quoi. Donc la Russie ne se limite pas à Poutine, même si on sait que évidemment tous les Russes ne sont pas en accord avec ça. Mais il y a quand même un pouvoir, une structure étatique de pouvoir, tout ça, qui n'est pas, Faut pas trop qui est pas rassurante. personnifier, en fait, l'histoire, c'est pas. Comment Je dis, il ne faut pas trop personnifier l'histoire, c'est pas Non, une personne, non. c'est des masses, c'est des mouvements et des idées qui sont, c'est pas juste une personne qui change, qui décide de tout. Il y a toujours, derrière, il a besoin de soutien pour faire les choses. D'ailleurs, je crois que Poutine, avant le déclenchement du conflit, était plutôt perçu comme un modéré qui faisait le pont entre les nationalistes russes, les communistes qui occupent toujours une grande part de l'électorat, et son parti à lui qui était... Il joue un peu sur différents tableaux, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que j'essaie d'expliquer par rapport à la mémoire de la Grande Guerre patriotique, là il se présente tout à fait en héritier de l'URSS dans ce sens-là, comme quelqu'un qui va restaurer la grandeur de l'URSS, enfin, de l'Empire russe. Donc ça flatte des sentiments nationalistes, quoi. Et puis son pouvoir, quand même, il l'a appuyé sur tout un système d'oligarques, c'est-à-dire la manière de laisser le champ économique à des prédations et à des gens qui vont extrêmement s'enrichir, mais vont être dépendants de lui. Enfin voilà, il y a une espèce de double... Dire que c'est un modéré... c'est pas modéré de quoi, enfin. Au moment de son élection, peut-être, de ses premières élections, peut-être. Ouais, c'est quand même un gars du KGB, un peu lié au milieu des voyous de Saint-Pétersbourg. Enfin bon, voilà. 25 ans qu'il est là. Hein, donc, voilà. Donc, il a dû éliminer un peu de gens sur sa route, quand même. Moi, je trouve que je ne suis pas très fière quand même d'être dans un pays, c'est la France quand même, c'est un beau pays, mais qui va profiter de la misère de peuples qui sont en guerre, je parle autant des Russes que des Ukrainiens, pour remonter son économie en vendant des armes et en allant envoyer des entrepreneurs dans les bâtiments, et puis qui en même temps fait une réforme sur les retraites en augmentant le budget de l'armée. On n'a pas attendu ça, parce qu'avec l'Afrique, Oui, on a fait pareil. On parle d'une puissance impérialiste. Ouais, voilà. Effectivement, on ne sait pas de combien de milliards le budget des armées est augmenté. Je ne sais pas qu'est-ce qui manquerait éventuellement en 2027 pour le budget des retraites. Enfin, voilà, ça peut être à mettre en perspective quand même. Alors, au niveau de la France, a priori, les calculs sont quand même pas très bons, quoi. L'un des vainqueurs au niveau géopolitique, notamment sur la question de l'énergie, il y a les États-Unis qui, eux, sont en calcul de bras de fer avec la Russie, mais il y a tout ce qui est Inde, Chine, etc., qui, eux, ont le luxe de ne pas être dans un bloc impérialiste américain ou russe, et eux, ils signent des contrats pour des gazoducs, etc., à très long terme, à des prix dérisoires. Eux, ils vont vraiment en profiter. C'est impérialiste, en fait, c'est un autre bloc impérialiste chinois. Oui, voilà. Ouais. Eux, ils sont... Dans ce conflit-là, ils ont le luxe d'être non alignés. Ouais, en gros, ouais. Moi, je suis mère d'un garçon, et je me dis s'il y avait la guerre, j'aurais tendance à lui dire, tire-toi. Mais en même temps, je trouve que c'est lâche. Donc, je serais partagée. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut mettre en... Ouais, pardon, Non, vas-y, René. Parce qu'il y a eu même du point de vue des médias, il y a eu pas mal de com là-dessus sur tous les Ukrainiens du coup qui ont quitté le pays à chaque nouvel appel, à la fois les Ukrainiens et les Russes, mais aussi les Ukrainiens. Et c'est vrai que c'est le dilemme toujours de...
tout ce qu'on nous a inculqué de défendre son pays, ça c'est bien le nationalisme. Et puis juste en fait c'est un conflit aussi juste qui a été déclenché par des gouvernants déjà plus ou moins légitimes de chaque côté et dans des intérêts qui ne sont pas les intérêts communs d'une population. Et du coup, qu'est-ce qui oblige à défendre ça en fait en soi quoi. Après, ça... Je pense aussi que c'est un choix personnel. Est-ce que j'ai quelque chose à défendre dans mon pays? Est-ce que ça me convient ou est-ce que je suis ailleurs parce que ça ne me plaît pas? Ouais. Et en même temps, quitter son pays, voilà, tant que ça se calme et revenir après, c'est aussi une science. Je crois que l'aspiration principale de l'être humain, c'est la paix. Pour pouvoir s'assurer un quotidien pas trop pourri. Donc effectivement, que des Ukrainiens se barrent au détriment de tout sentiment patriotique, moi je trouve ça plutôt sain. C'est de ne pas trouver ça sain qui est malsain de mon point de vue. Voilà, mais bon... c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est anarchiste, pour ceux qui se sentent anarchistes dans cette salle, c'est qu'on aimerait bien que toutes ces armées, toutes ces puissances de coercition nous foutent la paix. Alors, il y a aussi des gens qui partent combattre. Chez les anarchistes. Oui. Pas forcément anarchistes sans doute, mais d'autres aussi. Oui, il y a historiquement... Dans d'autres guerres, il y a des brigades internationales qui partent. Ouais, mais là, c'est aussi défendre l'idée aussi. Ils se disent, par la guerre, on peut essayer de créer une zone où on pourra imposer nos idées. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que les anarchistes, par exemple, en Ukraine, ils savent que même si l'Ukraine survit, c'est pas l'anarchisme qui va s'imposer. Alors que, par exemple, en Espagne, à un moment, ils pouvaient le penser. Dans la guerre civile espagnole, ils pouvaient espérer, en allant faire triompher la République et essayer de faire une zone... Je pense que les gens qui partent ont encore l'idée d'essaimer les idées, sinon pourquoi? Mais déjà il y a du fascisme à combattre, donc il y a toujours des antifascistes là où il y a du fascisme, heureusement, donc il y a des gens qui partent combattre. Et c'est sûrement, en plus de la question collective, ça peut être aussi une question individuelle, parce que évidemment tenir des armes, ce n'est pas anodin. Mais effectivement, peut-être qu'une des au sens de ce que vous dites, qu'une des plus grosses violences, c'est de ne pas avoir le choix. Enfin, d'être conduit à choisir entre j'y vais pas, je suis un salaud, je suis un lâche, et j'y vais, je prends une arme, je vais tuer. Enfin, voilà, je veux dire qu'évidemment, pour rejoindre ce que disait Didier, on a d'autres aspirations globalement. Enfin, quand on fait des rêves, en général, on ne s'imagine pas avec un fusil à la main en train de canarder des gens. Et donc, je ne sais pas à quoi on aspire, mais à peindre, à faire un jardin, aller au cinéma, à faire des études, un métier. On aspire à des choses plutôt pacifiques, quoi. Et effectivement, là, dans ce genre de situation, la grande violence, c'est tu fais ça ou tu fais ça? T'es un lâche, un salaud, ou tu vas pour la patrie, et puis il y a avec les autres. Il y a aussi je pense que ça joue beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a aussi les copains qui partent, quoi. Et ton copain qui dit moi j'y vais. Et toi, moi j'y vais pas. Enfin, non, mais je pense que c'est terrible à vivre. Et ça, c'est une violence énorme, quoi. Donc, mais quand c'est enclenché, je sais pas comment on se débrouille avec ça. Est-ce qu'on a encore le choix, une fois que c'est enclenché, avec les mécanismes de propagande qui se mettent en place, ça devient encore plus compliqué. De propagande. Ce sera un sujet en soi, la propagande aussi, autour de cette thématique-là, aussi bien en URSS que dans l'autre camp, ce qu'elle implique, comment elle modèle les populations. On a eu un témoignage de la fin
cousine de Maud, qui est ma femme, là, qui est ici présente, et qui est mariée à un Russe qui vit depuis des années en France, et la communication avec sa famille, ses parents qui sont en Russie, devient complètement difficile, parce que là, avec la libération des chars allemands, maintenant, ils sont en train de dire à leur fils, mais le 4e Reich va nous attaquer. C'est vraiment le 4e Reich qui se met ils en sont rendus à ce type de... Donc il y a des choses très fortes qui se mettent en place. Alors après, on peut se poser aussi, nous, de quelle façon aussi on n'est pas sous une forme de propagande. Ces gens-là sont des gens éduqués, leurs enfants ont fait des études, leurs enfants sont partis dans des pays différents, et même en maintenant une conversation avec leurs enfants, sont encore convaincus que le 4e Reich va les attaquer. Ça pose aussi la question dans quelle mesure nous on reste capable aussi par rapport à une forme de discerner une propagande autre qui pourrait être. Je pense qu'on est plus libre de penser quand même de notre côté par rapport à ce qu'on a comme retour de Russie. Mais j'entends quand même pas mal de gens dire que l'OTAN c'est la panacée, quoi. Que heureusement qu'on a l'OTAN alors que c'est l'antidote et le poison à la fois de ce conflit. Ouais, c'est notre biais européen, quoi, d'être plutôt pro-OTAN, et puis c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup de discours non plus qui critiquent la propagande ukrainienne, parce que c'en est une déjà, même juste de signifier que c'est une propagande et pas une com objective. Donc, ouais, on a nos biais aussi, c'est clair. Je pense aussi que c'est beaucoup plus facile de voir à l'extérieur, eux, ils subissent la propagande. Et c'est beaucoup plus dur de se rendre compte de la propagande que nous, on subit. Ouais, c'est sûr. C'est toujours simple de dire, toi, clairement, t'es endoctriné par la propagande ennemie. Et moi, non, moi je pense librement, mais en fait, non. Lui, il va dire, non, regarde, tous ces trucs-là autour de toi, c'est de la propagande aussi. Mais on s'en rend pas compte parce que ça nous affecte directement et on accepte cette idée comme étant la vraie. Ouais, c'est complètement subjectif. Ouais. Et par exemple, je me faisais la réflexion quand vous avez mentionné le nombre de morts depuis 2014, donc 200 000, c'est ça? Ouais. Moi, je m'étais fait la remarque récemment au final, on nous parle tout le temps de la guerre dans les médias, etc., mais plus comme objet, quoi, que comme réalité, parce qu'en fait, on n'a aucune idée, alors aussi sûrement parce que les infos, elles sont stratégiques, mais du nombre de soldats dans les deux camps, du nombre de morts, du coup, mais j'avais aucune idée de cette info. En tout cas, je ne l'avais pas vue facilement, quoi, sans la chercher particulièrement. Et même, bon, après, évidemment, aussi dans les images, en fait, on voit pas nous, en tout cas, en tant que Français, je trouve, on se rend pas compte de la violence de cette guerre-là en particulier, parce que on parle des impacts, on parle des discours et des armes qui sont envoyées, du nombre d'armes qui est énorme, mais pas tellement du nombre de personnes qui vont les tenir, ces armes-là, pour le coup. Et ça, c'est un élément de On a les impacts civils essentiellement, en fait, j'ai l'impression. Oui, le bilan civil, quand Ouais. voilà, s'il y a un immeuble qui est bombardé, 3 morts, 47. Par contre, c'est vrai que les pertes militaires, les deux camps se. C'est une information qui reste. De toute façon, stratégique. c'est spectaculaire et facile de montrer les conséquences des bombardements russes. Parce qu'effectivement, il y a des immeubles éventrés, des gens tués et tout ça. Après les combats, effectivement, il y a peu de. C'est peu de choses qui sont montrées. C'est évidemment moins facile. Peut-être pas souhaité. Je sais pas à quel point, quoi. Hein. Mais ouais, une espèce d'artificialisation un peu il y a un côté spectacle aussi, ce qu'on nous montre à la télé. Quand il y avait l'histoire des chars, des gros chars français ou allemands, est-ce qu'on allait en livrer? Je me souviens qu'en image de fond sur une chaîne, il y avait une espèce de bande démo je ne sais plus si c'était le Leclerc français ou l'autre, qui montrait à quel point le truc il était fabuleux, quoi. On avait envie d'en acheter un. Et, ah oui, il allait super vite, il tirait sans s'arrêter. Ça va. Et donc il y avait une espèce d'info spectacle comme ça, quoi. Avec un général en retraite devant qui dit oui, il est vachement bien celui-là. Et je pensais aussi dans cette guerre de communication à la manière dont. Et là, Zelensky a gagné la guerre. Enfin, je veux dire, peut-être pas jusqu'au bout, mais cette guerre-là, il l'a gagnée parce que sa petite présentation, un t-shirt un peu musclé, tout ça, puis il est plus jeune. Et quand on voit les images de Poutine, tout ça, bon, on a envie de choisir son camp quand même, quoi. Mais
mais ne serait-ce que d'entendre le commentaire qui accompagne, en fait. Et la manière dont l'un et l'autre sont présentés. Sur Poutine, il va toujours y avoir des réserves. Enfin, il ne change pas de stratégie, pas d'ouverture, enfin ça va être un peu négatif. Et au contraire, Zelensky demande de l'aide. Enfin, voilà, ça peut avoir l'air objectif, mais en fait, il y a déjà une manière de présenter l'un ou l'autre. C'est orienté. Ouais, et parfois, moi, je trouve ça même un peu loufoque, la répétition en fait de la situation de voir Zelensky en visio à Davos, au G20, au G-Truc, partout en fait, et toujours avec son haut vert. Enfin, des fois, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu surréaliste aussi, quoi, dans le sens où, en fait, il a toujours le même discours. Je sais plus si c'était vous ou quelqu'un d'autre qui disait que où est-ce que ça va aller dans l'escalade, dans le fait qu'effectivement Zelensky demande toujours plus d'armement, plus d'investissement des pays étrangers. Et en fait, c'est un truc qu'il a fait dès le départ. Pour le coup, au début, c'était pour alerter de la situation, pour qu'elle soit prise au sérieux, entre guillemets, par le reste des pays européens. Et en fait, ça n'a pas arrêté, effectivement. Et puis là, ouais, les chars lourds, c'est la nouvelle étape. Mais du coup, il est toujours... c'est toujours le même discours, en fait. On a limite plus besoin de l'écouter, parce qu'on sait... après, ça peut être considéré comme légitime aussi, hein, mais en fait, ça fait presque un an, et c'est tellement le même procédé à chaque fois, que, ouais, quand j'ai dit loufoque, je sais pas si c'est le mot, mais dans un sens où, ah oui, ouais, il est là. Et même quand on va nous montrer Poutine, à la limite, c'est tellement des caricatures qui sont faites dans la com que, au bout d'un moment, c'est même un peu fatigant, quoi. Parce que ce sujet-là, il prend la moitié du temps dans les médias mainstream, et il y a plein d'autres sujets à côté, la traite, par exemple. Et vu qu'on n'a aucune prise aussi sur l'issue de ce conflit-là, en tout cas, on a l'impression qu'on n'en a aucune, quoi, tant qu'on ne s'organise pas à vous. Je sais pas, je trouve ça un peu loufoque parfois. Ouais. N'oublions pas que ce type-là a été acteur comique, là, donc il fait dans un autre registre. Il espère peut-être avoir un Oscar. Je sais pas, mais il y a cette dimension-là. Voilà, il était bien placé pour la com, mais pour en revenir aux propagandes militaires. Je disais tout à l'heure, c'est l'intelligence qui est perdante, mais bon, la vérité aussi, quoi. La vérité des propagandes militaires est à la vérité ce que la musique militaire est à la musique. C'est une défaite sur toute la ligne, quoi. Puis Zelensky, il est conseillé par les services secrets américains, donc ça peut être facile de mettre dans sa bouche des propos qui intéressent l'industrie de l'armement, de drainer vers là effectivement tout un tas de matériel et en fait de justifier le regain d'armement dans notre propre pays, dans d'autres pays, qui doit servir probablement pas qu'à ça, pas qu'à se protéger contre une éventuelle attaque russe qui s'étendrait. Je n'y crois pas non plus dans le scénario par rapport à l'existence de la Chine et de l'Inde. Je pense qu'il y aurait des gens qui ne seraient pas favorables. Enfin, toujours est-il que moi je crois que ce conflit, ça a permis de faire taire un petit peu toutes les préoccupations sur le climat, parce que maintenant on va aller chercher le gaz de schiste, maintenant l'Allemagne elle va reprendre son charbon, plein pot, alors qu'on aurait pu profiter de la contrainte pour se dire, est-ce qu'on n'a pas une réflexion pour aller vers une forme d'austérité, enfin énergétique, ou du modernisme, etc., etc. Et deuxième point, ça permet aussi de suréquiper la police, enfin les militaires ou la police des pays, c'est un peu pareil, par rapport effectivement aux enjeux liés aussi à la crise du climat, de populations qui vont être de plus en plus sous pression, qui sont extérieures à nos pays industrialisés, et qui pourraient à un moment ou l'autre venir chercher de quoi vivre de notre côté, quoi. Je ne sais pas si c'est trop parano de voir ça, mais je trouve qu'il y a les gens intelligents qui ont des intérêts contraires à l'humanité, je dirais, ils profitent de toutes les occasions pour pousser leur curseur dans la direction qui les intéresse. Ça contribue à militariser les idées, quoi. En tout cas, on en parle et ça... Ça paraît comme une évidence alors que ça n'est pas une forcément.
si genre du coup l'Europe qui était un peu genre le projet de la paix se transforme en un truc contre pour se défendre et la guerre un peu. Il y a aussi cette idée-là où l'Europe d'un coup prend un rôle militaire alors qu'on nous a toujours dit que c'était pour la paix entre les nations. Et ce cas-là, ça sera la paix entre nous, mais tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ça sera la guerre contre eux. Et du coup, c'est pas vraiment le projet qu'on nous a vendu à la base, quoi. De ce point de vue-là, rappelez-vous, donc il y a à peu près un an, effectivement, la guerre aux portes de l'Europe, continent qui a toujours vécu en paix. 1992, conflit entre les républiques de l'ex-Yougoslavie. Ça fait 30 ans, bon, c'est bien, il y en a un certain nombre d'entre nous ici qui n'étaient pas nés. Mais bon, quand on présente les choses sous cet angle-là, il faut quand même des gens qui ont la mémoire un peu longue, hein, et qui, pour ne pas déformer les choses à ce point. Non, effectivement, l'Europe n'est pas le berceau de la paix. Même si la guerre militaire n'y est pas constante, elle est partie prenante pour certains de ces États dans des conflits armés, parce qu'elle produit des armes. Donc c'est pas parce qu'elle utilise les armes sur son propre territoire que l'Europe est un havre de paix. Et elle peut vivre aussi sur le mode de la guerre économique dans ses relations au quotidien, je vais dire. Le Brexit en est un exemple. Hein. Donc on a eu droit quand même à du discours mainstream qui était assez pitoyable. Bon. Je peux rien pour eux. Hein. Je cherche même pas à m'en faire écouter. Puisque je dis pas très modeste. C'est bien de prendre de la distance avec les médias aussi, mainstream, de temps en temps, et de se dire qu'on vaut mieux que ça. Je pense que c'est pas trop malhonnête que de se dire ça, quoi. Dans le livre, là, je n'ai pas évoqué, mais j'ai pensé, vu qu'on évoque Zelensky et tout ça, il y a une petite partie sur le fonctionnement de la démocratie, peut-être avec des guillemets, ukrainienne, et sur la manière dont se font les alternances, et aussi d'où vient Zelensky, qui n'est pas tout à fait une sorte d'ange blanc qu'on a pu présenter, quoi. Qui est aussi l'homme de certains clans. En gros, les alternances de pouvoir en Ukraine sont des alternances de clans économiques, quoi. Et souvent situées, liées à des régions, en fait. Donc, en général, on va avoir des oligarques qui réussissent, qui deviennent des sortes de magnats, comme ça, localement, en lien avec telle ou telle industrie qu'ils ont pu racheter à bas prix. Et ce pouvoir-là, ils vont vouloir le compléter par le pouvoir politique, donc ils vont s'appuyer là-dessus. Et donc on n'est pas tellement sur des alternances un peu gauche-droite, conservateurs libéraux, comme on pourrait connaître dans beaucoup de pays, mais c'est plutôt des alternances comme ça, de gens de pouvoir qui cherchent à en avoir un peu plus, et en ayant un peu plus, ils vont effectivement pouvoir s'engraisser un peu plus, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert, et qui est assez intéressant, parce que c'est pas... Ça reste un peu comme ça chez nous aussi, même s'il y a du droit à gauche, mais il y a... Oui, mais là, il n'y a même pas de droite-gauche, c'est de façade. Donc effectivement, s'ils sont dans un territoire un peu plus à l'ouest, ils vont se dire pro-européens, si ça les arrange, ou pro-russes, s'ils sont ailleurs. Mais en fait, c'est voilà, quoi, c'est un peu... Là, la corruption, c'est fort. Enfin, je veux dire, il y a... Je ne sais pas où ça en est dans le classement, mais il y a un certain nombre d'années, l'Ukraine a été placée un peu dans le top 10 des pays les plus corrompus du monde, hein, quand même. Donc ça n'a jamais été trop chouette, quoi. On découvre à la fois que les instances européennes, la corruption, il se passe des choses, effectivement. On peut imaginer que ça se passe aussi à Mais des échelons plus ou moins nationaux. habilement caché. Ouais. Calculé différemment. Ouais.
Et du coup, Zelensky, il a quoi plutôt comme passif? Il est rattaché à un clan. Alors il est je sais plus, j'ai plus les noms, mais un type en lien avec je crois, qui était condamné ou recherché, mais qui a la double nationalité ukrainienne et israélienne, enfin, ouais, des petites magouilles.